Tu marches dans une ville moderne, tu votes, tu critiques un système politique, tu discutes de ce qui est juste ou injuste. Mais sais-tu que, sans le vouloir, tu marches dans les pas d'un homme mort il y a plus de 2300 ans? Un homme qui n'a jamais tenu une épée, mais dont les idées ont façonné des empires, des révolutions, des constitutions. Un homme qui n'a jamais programmé un algorithme, et pourtant, ces questions résonnent dans les débats sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Qui était-il? Platon n'était pas seulement un philosophe grec, mais un visionnaire et un architecte de l'esprit. Alors viens, laisse-moi t'ouvrir les portes de l'Académie, la première université du monde, et découvrir pourquoi, à 93 ans comme à 19, Platon a encore tellement à t'apprendre. Si cette idée t'intrigue, si tu veux comprendre comment penser vraiment, alors reste jusqu'à la fin, parce qu'on va parler d'ombre sur un mur, de rois philosophes, et de ce que toi, aujourd'hui, peux faire avec cette sagesse ancienne. Mais avant qu'on ne plonge dans ce voyage extraordinaire, un petit geste de ta part peut tout changer. Si tu aimes les contenus profonds, sans jargon inutile, si tu crois, comme moi, que la sagesse ancienne peut guider notre monde moderne, alors, prends 2 secondes, clique sur le pouce bleu. Ça dit à YouTube que ce genre de vidéo mérite d'être vu. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Ici, on ne court pas après les tendances, on cultive la pensée libre. Et si tu veux aller encore plus loin, partage cette vidéo et laisse un mot en commentaire. Je lis absolument tout. Merci, vraiment, parce que c'est grâce à toi que cette chaîne grandit et que la philosophie redevient vivante. Maintenant, revenons à Athènes. Qui était Platon? Qui était l'homme derrière le mythe? Tu imagines peut-être Platon comme une statue froide, posée sur un piédestal. Mais c'était d'abord un jeune homme blessé. Il naît à Athènes en 427 avant Jésus-Christ, dans une famille aristocratique. Son vrai nom? Aristoclès. Mais on le connaît tous sous le nom de Platon. Ça veut dire large ou large d'épaule. Un surnom qu'on lui donne pour sa carrure ou sa présence. Tu as peut-être entendu dire que Platon était le disciple de Socrate. Mais ce mot, disciple, est trop doux, trop neutre. Ce qui lie Platon à Socrate, ce n'est pas une simple relation maître-élève. C'est une rencontre qui change une vie. Une conversion. Un avant et un après. Avant Socrate, Platon était le jeune aristocrate prometteur. À 20 ans, encore appelé Aristoclès, du nom de son grand-père, est un jeune homme brillant. Il écrit de la poésie, étudie les mathématiques, la politique, la rhétorique. Il est promis à une carrière dans les hautes sphères d'Athènes. Peut-être stratège, peut-être orateur, peut-être même homme d'État. Il incarne l'idéal athénien, kalos kagatos, beau et bon, cultivé et courageux. Mais quelque chose le laisse insatisfait. Il sent que les discours qu'on lui enseigne, ceux des sophistes surtout, sont beaux, mais creux. Ils apprennent à gagner un débat, pas à trouver la vérité. Ils forment des avocats, pas des sages. Un jour, on lui dit « Va écouter cet homme bizarre, près de la place du marché. Il ne parle pas comme les autres. Il ne vend rien. Il ne promet rien. Il ne fait que poser des questions. » Platon y va, il approche. Et là, il entend Socrate. Pas un discours enflammé, pas une leçon magistrale. Juste un homme d'une 60aine d'années, laid, pieds nus, robe usée, qui demande à un politicien « Qu'est-ce que la justice ?» L'homme répond. Socrate écoute, puis pose une autre question, puis une autre. En quelques minutes, l'interlocuteur réalise qu'il ne sait rien de ce qu'il croyait savoir. Il n'est pas humilié, il est éveillé. Platon, debout dans la foule, sent son cœur battre plus fort. Ce n'est pas un philosophe qu'il voit. C'est un homme libre. Libéré de l'opinion, du paraître, de la peur d'avoir tort. Il dira plus tard, dans la 7e lettre. Dès ce premier entretien, j'ai compris que cet homme était d'une nature bien supérieure à celle de Gorgias ou de tout autre homme avec qui j'avais vécu. Il abandonne ses poèmes. Il brûle ses vers, selon la tradition. Il choisit de suivre Socrate.
pas comme un étudiant, mais comme un chercheur. Pendant 8 ans, Platon marche dans les pas de Socrate. Il l'écoute interroger les artisans, les généraux, les poètes, les jeunes ambitieux. Il voit comment Socrate ne donne jamais de réponse. Il aide à faire émerger la vérité. C'est ce qu'il appelle la maïeutique, l'art d'accoucher les esprits. Il comprend peu à peu que la philosophie n'est pas une doctrine. C'est une pratique de la liberté intérieure. Que la vertu n'est pas une règle imposée. C'est une connaissance du bien. Que la vie non examinée, comme le dit Socrate, ne vaut pas la peine d'être vécue. Pour Platon, Socrate devient plus qu'un maître. Il est le vivant incarné de la philosophie. Celui qui préfère mourir que de trahir sa parole. Celui qui refuse de fuir la prison, non par orgueil, mais par respect de la loi, même injuste. Athènes vient de perdre la guerre du Péloponnèse. La cité est meurtrie, méfiante, en quête de boucs émissaires. On accuse Socrate de 2 crimes terribles, aux yeux des Athéniens. Corrompre la jeunesse, parce qu'il enseigne à penser par soi-même. Ne pas reconnaître les dieux de la cité, parce qu'il parle d'un démonion, une voix intérieure qui le guide. Devant les 501 juges tirés au sort, Socrate ne se défend pas comme on s'y attend. Il ne supplie pas. Il ne plaide pas la miséricorde. Il dit « Si vous me condamnez à mort, vous vous ferez plus de mal qu'à moi ». Il propose même, ironiquement, qu'on l'entretienne au Prytanée, comme un bienfaiteur de la cité. Le verdict tombe, coupable, à mort. Platon est là. Il assiste à tout. Il voit son maître, âgé de 70 ans, boire la ciguë, un poison lent, douloureux, sans trembler. Il l'entend dire, jusqu'au bout, « Criton, nous devons un coq à Asclépios. N'oubliez pas de le payer. » Cette phrase mystérieuse, « offrir un coq au dieu de la guérison », signifie peut-être « Enfin, je suis guéri ». La mort libère l'âme du corps, comme la maladie quitte le corps guéri. Platon, lui, est dévasté. Pas seulement par la perte d'un ami, mais par ce que cette mort révèle. Une démocratie peut tuer la sagesse. Une foule peut préférer le confort de l'illusion à l'inconfort de la vérité. Ce jour-là, quelque chose meurt en lui. Et quelque chose de plus grand naît. Il partira en voyage, en Égypte, en Italie, peut-être à Cyrène, pour étudier, méditer, guérir. Mais une promesse brûle en lui, silencieuse. Je ne laisserai pas la pensée de Socrate disparaître. Je la ferai vivre, non pas dans des discours, mais dans une école. Non pas pour former des orateurs, mais des gardiens de la vérité. Et c'est ainsi qu'un jour, vers 387 avant Jésus-Christ, à l'âge de 40 ans, il achète un terrain à la lisière d'Athènes. Un terrain planté d'oliviers, dédié à un héros, Académos. Il y fonde l'Académie, la première école de philosophie du monde. Une école qui restera ouverte, 900 ans. Tout ça, parce qu'un jeune homme a écouté un vieillard poser une question, et n'a plus jamais pu oublier le son de sa voix. Alors quand tu ouvres un dialogue de Platon, ce n'est pas un texte ancien que tu lis. C'est un acte de résistance. Une façon de dire « Non, la vérité ne meurt pas quand on tue celui qui la porte ». Alors, quels sont ces grands textes et comment ils fonctionnent? Platon n'écrit pas des traités secs. Il écrit des pièces de théâtre philosophique, des dialogues, où Socrate interroge, démontre, élève. Il y a 3 œuvres essentielles que tu dois connaître. La République, le rêve d'une cité juste. Tu te demandes ce que serait une société parfaite? Platon y consacre 10 livres. Il imagine une cité divisée en 3 classes, producteurs, gardiens et rois philosophes. Pourquoi des rois philosophes? Parce que, dit-il, tant que les philosophes ne seront pas rois, les mots ne cesseront pas. Ce n'est pas un appel à la dictature, c'est un appel à la compétence morale, à ceux qui gouvernent soient ceux qui ont compris la justice, la tempérance, le bien. Le mythe de la caverne, l'image la plus puissante de l'histoire de la pensée. Imagine des hommes enchaînés dans une grotte depuis leur naissance.
Ils ne voient que des ombres projetées sur un mur. Pour eux, ces ombres sont la réalité. Un jour, l'un d'eux se libère. Il sort et découvre le soleil, les arbres, le ciel. La véritable réalité. Mais quand il revient pour libérer les autres, ils refusent, ils le prennent pour un fou. Ce mythe, c'est l'allégorie de l'ignorance, de l'éducation et du courage intellectuel. Et devine quoi? Tu vis dans cette caverne tous les jours. Les écrans, les réseaux sociaux, les opinions toutes faites, ce sont nos ombres modernes. Platon te dit, libère-toi, regarde le soleil, puis reviens et éclaire les autres. Le banquet, l'amour comme ascension spirituelle. Tu penses que l'amour, c'est juste des émotions? Platon voit plus loin. Dans le banquet, il montre que l'amour commence par le désir d'un beau corps, d'un beau visage, puis s'élève à l'amour d'une âme, puis à l'amour de la beauté en soi. Une idée, une forme éternelle. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'amour platonique, en fait, c'est un contresens. Platon ne rejette pas le corps, il le dépasse, sans le nier. C'est une escalade vers le sacré. Et son héritage dans notre monde, où le voit-on aujourd'hui? Tu te dis peut-être, ok, c'était génial, mais c'était il y a 2400 ans. Détrompe-toi, Platon est partout. L'éducation comme libération. L'idée que l'école ne doit pas juste remplir des crânes, mais allumer des feux, c'est Platon. La pédagogie active, la méthode socratique, poser des questions, pas donner des réponses. Tu la retrouves dans les meilleures écoles, les coachs, les thérapeutes, même dans les podcasts comme celui-ci. La critique des fake news avant les réseaux sociaux. Dans La République, Platon met en garde contre les poètes et les orateurs qui manipulent les émotions pour tromper le peuple. Aujourd'hui, c'est l'ère des deepfakes, des algorithmes qui nous enferment dans nos schémas de pensée, des influenceurs qui vendent des illusions. Son remède, l'éducation critique. Savoir reconnaître l'ombre avant de croire qu'elle est réelle. L'IA et la recherche du bien. Tu as entendu parler de l'IA alignée sur des valeurs humaines? Les ingénieurs débattent. Comment programmer la justice, la vérité, le bien dans une machine? Platon répondait déjà, le bien n'est pas une opinion. C'est une forme objective, comme un cercle parfait en mathématiques. Si on ne comprend pas ce qu'est le bien, comment l'enseigner à une IA? La politique, au-delà des partis. Tu es fatigué des promesses creuses? Platon aussi. Il ne voulait ni démocratie brute, le pouvoir de la foule émotionnelle, ni tyrannie, mais une aristocratie de la sagesse. Aujourd'hui, des mouvements citoyens, comme les conventions citoyennes pour le climat, tentent ça. Des citoyens tirés au sort, formés, qui délibèrent sans intérêt partisan. C'est très platonicien. Et toi, comment tu peux appliquer Platon aujourd'hui? Platon n'est pas une relique qu'on admire au musée. C'est un entraînement. Voici 3 façons de le mettre en pratique dès cette semaine. 1. La règle des 3 questions, méthode socratique. Quand tu entends une opinion forte, politique, sociale, familiale, qu'est-ce que cela signifie exactement? Quelles preuves soutiennent cette idée? Quelle serait la conséquence si c'était vrai? Tu n'attaques pas, tu creuses, comme Socrate. 2. L'écriture des ombres. Prends un carnet, note 3 croyances que tu tiens pour absolument vraies. Par exemple, le succès égale richesse. Puis demande-toi, est-ce une ombre projetée par la société? Ou ai-je vu la forme réelle derrière? C'est ton premier pas hors de la caverne. 3. La méditation sur les formes. Observe un objet simple, une chaise, un arbre, un visage. Demande-toi, qu'est-ce qui fait qu'il est vraiment ce qu'il est? Au-delà de ce que tu vois, y a-t-il une essence de beauté, d'utilité, de justice? C'est ainsi que Platon cultivait son regard sur l'éternel. En conclusion, Platon n'est pas mort. Il vit chaque fois que tu refuses une vérité toute faite. Chaque fois que tu poses une question gênante. Chaque fois que tu choisis de penser plutôt que de réagir. Il a dit, on ne peut apprendre que ce qu'on connaît déjà. Apprendre, c'est se souvenir. Autrement dit,
La sagesse est déjà en toi. Platon ne te donne pas des réponses, il te rend la capacité de les chercher. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un geste simple. Clique sur le pouce bleu si cette réflexion t'a parlé. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Ici, on ne vend pas des certitudes, on cultive des questions. Partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite de sortir de sa caverne. Et dans les commentaires, dis-moi, quelle ombre as-tu remise en question récemment? Parce que la philosophie, ce n'est pas pour les statues, c'est pour toi, celui ou celle qui ose lever les yeux vers la lumière. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout, reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage. Je te dis à très bientôt.